Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire Parole d'experts. Nous sommes ravis avec Béatrice de vous accueillir aujourd'hui. Je vois qu'on commence à être pas mal, donc on va se lancer. Alors la thématique du jour, c'est estime de soi et performance d'équipe. Donc pour commencer, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc moi, c'est Swat, directrice pédagogique de Fasterclass. Et aujourd'hui, nous sommes avec Béatrice. Donc je vois qu'il y avait pas mal de nouvelles personnes qui se sont connectées aujourd'hui. Donc bienvenue pour votre première parole d'expert. Euh, Rapidement, pour présenter Fasterclass, nous sommes un organisme de formation et de coaching qui existe depuis 2021. On est spécialisé dans les compétences transverses et on a une mission, c'est d'accompagner les dirigeants et leurs équipes à construire une performance collective durable. Aujourd'hui, pour le sujet, je vois que bizarre, je ne vois pas les intervenantes. Géraldine, peut-être tu peux te déconnecter et revenir. Est-ce que les autres personnes nous voient? Je vous laisse peut-être nous dire. Ah bah ok, c'est bon, c'est réglé. Super. Si d'autres rencontrent des problèmes, n'hésitez pas à nous le dire sur le chat. Donc aujourd'hui, pour la thématique, nous intervenons avec Béatrice. Béatrice est une ancienne, une ex-DRH d'Advini, donc un leader du vin. Et aujourd'hui, c'est avec cette casquette qu'elle vient témoigner. Elle est également coach, formatrice certifiée éléments humains. Et c'est pour ça qu'en fait, on a décidé de faire ce sujet-là avec Béatrice, qu'elle a cette double casquette et ça va être super intéressant de revenir son expérience à la lumière de l'élément humain. Comme d'habitude, vous êtes invités à poser, à interagir avec nous, à poser vos questions, faire des remarques, etc. Béatrice et moi, nous voyons tout et nous allons pouvoir réagir en live. Pour la petite anecdote, Béatrice et moi, on s'est rencontrés lors de leur certification éléments humains. Donc, on a vécu cette expérience ensemble. Et aujourd'hui, notre intention, on a une intention commune, c'est de vulgariser. Béatrice y reviendra, mais la méthode développée par Schutz. Tout ça, on va pouvoir vous l'expliquer plus tard. Mais voilà, c'est parti. Je ne sais pas si tu veux nous dire quelque chose, Béatrice. En tout cas, je suis ravie aujourd'hui de vivre ce moment avec toi. Moi aussi, je suis ravie d'être là et d'essayer de partager, de contribuer en fait à la performance des équipes, qui est un sujet que j'affectionne beaucoup. Et c'est super. Je vous propose de se lancer. J'ai une première question pour toi, qui va introduire Mhm. un peu tout le sujet, puisqu'aujourd'hui, c'est estime de soi et performance d'équipe. Et avant de te faire les liens, déjà simplement, parce que souvent, j'entends des gens confondre confiance, estime de soi, etc. Qu'est-ce que l'estime de soi? Alors, l'estime de soi, en fait, c'est l'écart que j'ai entre qui je suis et l'idéal que je voudrais être et ce que je suis en fait. Et c'est ça l'idée à l'estime de soi. C'est vraiment cet écart entre les deux. Voilà, on avait préparé effectivement une petite slide en fait entre ce que je veux être et la perception que j'ai de moi. Et donc c'est vraiment ça la notion d'estime, alors qu'on verra que la confiance, c'est plus sur dans le faire, alors que là, c'est aussi comment je me ressens vis-à-vis de moi-même. Donc, Ok. Vas-y, pardon, je t'ai coupé. oui, oui, oui. Bah, du coup, il y a effectivement, mais je te laisse, avancer parce qu'effectivement, si j'ai un écart qui est faible, bah, j'ai une estime de moi qui est assez élevée et si j'ai un écart qui est élevé, bah, j'ai une estime de moi qui, effectivement est faible, en fait et du coup, qui me crée de l'insatisfaction. Alors, juste pour clarifier, si je comprends, donc imaginons que Mmh. j'ai une image de moi-même, et ce que j'appelle Oui, idéal de moi, c'est là où oui. j'aimerais, ce que je voudrais Mmh. euh, incarner, une personne que je voudrais incarner, et la Mmh. différence. Donc, moi, imaginons demain, je rêve d'être présidente de la République, une personne ultra confiante. Et aujourd'hui, entre guillemets, je suis entrepreneuse et je fais de la formation. C'est cet écart-là de perception qui Oui. va faire en sorte que j'ai une faible estime de moi-même. Oui, alors ça peut jouer. Alors, il y a une partie, c'est conscient, mais il y a une grande partie qui est inconsciente, en fait, hein. On a tous un idéal. Des fois, on l'a pas du tout, verbalisé ou on n'a pas mis de conscience dessus, mais parfois, effectivement, on aimerait peut-être être, quelqu'un d'autre. Et effectivement, ça joue beaucoup sur l'estime. Enfin, on va aller un peu plus loin, hein, dans le webinaire, mais oui, c'est qui je voudrais être ou des gens qui m'inspirent et effectivement, ça peut jouer, donc voilà. Le côté inconscient est aussi, très fort en fait, hein, parce que c'est pour ça que on verra, c'est important des fois de mettre de la conscience sur qui on aimerait être pour Ok. justement, réduire cet Euh, écart. Juste pour que ça soit clair pour les personnes qui nous écoutent, cette image de soi qu'on a de nous, du coup, elle vient d'où? Comment on l'a construit?
Ah, cette image, beh, comment on l'a construit? On l'a construit avec son histoire personnelle, avec, ses origines, enfin, d'où on vient, en fait. Alors, il y a une partie, comme je disais, consciente, comme tu dis: «J'aimerais bien être président», et puis il y a une partie aussi, ben, liée à son histoire personnelle, en fait. Donc, elle se construit, c'est assez complexe, en fait. Elle se construit pas, elle se construit aussi, dès la plus tendre enfance, en fait, hein. Donc il y a aussi toute son histoire, d'enfant, d'adolescent et de son parcours de vie qui fait que, ben, enfin, cet idéal, en fait, peut évoluer aussi dans le temps, hein, d'ailleurs, hein. Il n'est pas figé, et c'est important après, on peut aussi aller essayer d'aller explorer à la quête enfin, de découvrir son idéal de soi, en fait. Ça peut être aussi un chemin qu'on peut faire aussi en coaching et en accompagnement. OK. Et moi, dans ce que j'entends dans image de soi, c'est un peu les croyances qu'on a, Mmh. sur soi. On viendra plus tard, mais, à titre, bah, quand j'ai vécu la formation, ça a été, un aussi, une sorte de révélation pour moi que j'avais, bah, une estime de moi-même finalement, assez basse parce que j'avais un idéal, des objectifs assez élevés et l'image, finalement de moi où il y avait énormément de croyances, de comment je pensais que les autres me percevaient, et aussi une certaine dureté dans mon regard vis-à-vis de moi. Hem et c'est vrai que quand on en parle au auprès des personnes qui nous entourent, ce sujet des croyances, je trouve qu'il revient ultra, régulièrement, d'avoir une image un peu biaisée de soi. Il y a pas mal de dans pas mal de formations, j'ai vu qu'on utilisait la fenêtre de Johari, justement Mmh. la zone aveugle. C'est justement, bah, c'est cette question-là aussi qui va venir, éclairer ou apporter un autre Oui. regard sur l'image de soi parce que même nous, en fait, on peut avoir justement une zone aveugle de ne pas se voir. En tout cas Ah oui. moi, quand j'ai fait l'élément humain, il y avait effectivement ce truc de quand on me faisait du feedback, je me disais: «Mais est-ce qu'on parle de moi, en fait? Mmh. Est-ce que Mais c'est» oui, c'est assez, enfin, c'est assez fréquent, et j'ai vécu la même chose aussi, hein, de réaliser que finalement l'estime de soi, quand on a fait cette formation, ben, on découvre des aspects de soi avec ces fameux angles morts, et qu'effectivement quand on fait du feedback, on a l'impression, on se dit: «Mais on parle de moi?» Donc effectivement, on a c'est en fait l'image de soi, c'est la valeur et l'attention que je me porte, et c'est la façon dont je me vois, en fait. Donc c'est un sentiment, hein. Effectivement, comment je me sens vis-à-vis de moi-même, en fait. Donc oui. Effectivement, ça joue beaucoup sur l'estime de soi, hein. On verra qu'il y a plusieurs dimensions, mais celle-là est quand même OK. bien prégnante, ouais. Et ensuite, j'aimerais te poser une question pour poursuivre. C'est quand, qu'est-ce qui se passe justement quand on a une estime de soi assez basse en termes de comportement observable? Alors ce qui se passe, c'est que ce qu'on peut voir dans la vie, personnelle ou professionnelle, donc ce qu'on peut appeler, souvent des comportements un peu défensifs, donc il y a des gens qui râlent, des gens qui critiquent, ou des gens qui, sont dans le déni ou dans le silence. On voit aussi dans le verbal et non verbal, en fait, on verra après qu'il y a des formes de mécanismes de défense, et en fait, ces mécanismes de défense, heu, c'est un peu comme si inconsciemment, en fait, on voulait protéger cet idéal de soi. Donc plus j'ai un écart élevé entre ce que je suis, ce que j'aimerais être, plus en fait, ben, je peux avoir des comportements défensifs, voire des mécanismes de défense assez forts pour protéger cet idéal de moi que j'ai, en fait. Et donc, ben, c'est ce qui explique aussi beaucoup dans les dynamiques et dans les relations humaines, des fois les tensions qu'il y a, et souvent, bah, en coaching, on dit: «Bah, ça parle de toi», alors que les autres, en fait, nous font un stimuli pour, nous renvoyer consciemment ou inconsciemment le fait que, bah, finalement, je ne suis pas qui je devrais être, en fait. Et c'est ça, ces mécanismes de défense qui font que, ben, on a des comportements qu'on peut voir dans les équipes, donc celui qui écoute pas, celui qui râle, celui qui critique pendant la réunion, à l'issue de la réunion, celui qui a des explications à rallonge, celui qui, finalement met beaucoup d'humour, celui qui est cynique, enfin celui ou celle, hein, je fais pas de et donc effectivement, tout ça en fait, donc ça joue effectivement sur le fait que, ben, quelque part, quand on réagit comme ça, alors, moi je me mets dedans, hein, parce qu'on est tous des humains, On est tous concernés, ouais. heu on est tous concernés, ben oui, effectivement, c'est, quelque part une façon de défendre son idéal de soi, en fait. OK. Tu as parlé de mécanismes de défense. Est-ce que tu peux nous en Mmh. dire plus? Alors les mécanismes de défense, alors c'est, là on est certifié élément humain, donc Will Schutz lui a travaillé, 40 ans de sa vie. Il en a identifié 6, et je pense que vous allez les reconnaître.
Heu, donc moi, j'ai envie de commencer par le critique parce que je crois que, c'est celui qui enfin, en tout cas, que je le critique, le râleur ou la râleuse. Donc le critique, c'est celui qui dit toujours, ben, voilà, en fait, il rejette la faute aux autres. «Tu as fait une erreur, tu as fait une faute, ça, c'est pas bien», et donc en fait, quand on est dans le critique, l'idée, c'est que, ben, cette personne, en critiquant les autres, elle voit pas ses propres insuffisances, hein. C'est ça, en fait, hein. Il y a toujours un bénéfice à pouvoir attaquer. Alors encore une fois, c'est pas toujours, conscient, hein. On a également la victime, hein, celle qui se sent, qui dit toujours que ça me tombe dessus, c'est pourquoi c'est toujours moi et en fait, elle a besoin, de blâmer les autres, en fait, pour pas elle-même, bah, voir aussi toujours, bah, ce qui ne va pas chez elle et elle se sent aussi soutenue par les autres et ça évite que, ben, qu'elle s'occupe d'elle, en fait. Et ça, Ouais, c'est assez ça c'est enfin, moi, j'ai eu une personne dans mon équipe, hein, qui avait eu cette attitude-là et c'est vrai que c'est au bout d'un moment, ça voilà, on va dire, c'est contagieux et ça déteint sur le reste de l'équipe. C'est pas facile, en fait. La victime entend enfin, souvent elle réveille le sauveur, hein, donc le sauveur, c'est celui qui va tout faire pour les autres et s'il y a des profils plutôt RH, il y a beaucoup de sauveurs dans les ressources humaines en particulier. Donc le sauveur, en fait, quand il se focalise sur le problème des autres, eh ben, il va pas gérer ses propres problèmes. donc On a oui, pardon. juste pour clarifier, Mmh, si le critique et la victime vont avoir un mécanisme de défense de leur idéal de soi, c'est-à-dire que mmh, pour pas conscientiser la différence que je peux avoir, oui, donc mon estime de moi assez faible, et bien, je vais me concentrer en rejetant la faute sur les autres. oui, c'est ça. En fait, OK, je dis que finalement le problème, c'est pas moi, le problème, c'est les autres. d'accord, et le sauveur, c'est lui plutôt de se dire: «OK, moi je Ouais, ne vois toujours pas, entre guillemets «cet écart» et parce que je me concentre sur les autres» et aussi je oui, je nourris, cette idée que je suis une entre guillemets, «au service de l'autre», je suis une bonne personne et du coup, c'est peut-être aussi un moyen, exactement. d'augmenter, l'estime de soi-même, mais au travers du regard de l'autre. Oui. Alors après, là, en fait, il y a des comportements de sauveur, c'est super, mais après si on est tout le temps dans le sauvetage, effectivement, bah, en fait, on s'oublie soi et on va se tourner vers les autres et pas se tourner vers soi, en fait, hein. Donc là, effectivement, c'est comme d'ailleurs le masochiste, hein. Le masochiste, alors le nom, il est ce qu'il est, mais l'idée que le masochiste, il dit toujours: «C'est ma faute, si on n'est pas arrivé, c'est à cause de moi», voilà. En fait, il renvoie les trucs à lui, hein. Pour aussi se dire, bah, il va se blâmer en fait, lui-même en fait, plutôt que quelque part, c'est une façon de se protéger pour éviter que les autres lui rajoutent un blâme, vous savez? Quand on dit: «Ah non, mais c'est moi, j'ai fait», bah, forcément, la personne qui est en face, vu que c'est très contagieux, bah, elle va moins a priori réinsister. Donc c'est aussi un mécanisme de défense, mais c'est des mécanismes de protection aussi, hein. Enfin, c'est se protéger et enfin, c'est un mécanisme de protection de son fameux idéal de soi, en fait. OK, Et et puis tu n'as oui, pas parlé du pardon. déni. Oui, alors le déni. Moi, j'ai réalisé que j'étais dans le déni quand même, souvent, quand il y avait des soucis. Le déni, c'est celui qui voit pas où est le problème. «Ah bon, tu es sûr?» «Non, mais il y a pas de souci, c'est pas trop grave». Donc ben, finalement, le fait d'être dans le déni, ben, on évite de regarder la situation. Vous voyez? C'est un peu, voilà, l'autruche qui se met la tête dans le sable, mais non, il y a pas de problème et donc bah, le déni, on se dit qu'il y a pas de problème, voilà et hem et il y a rien il y en a pas un qui est mieux que l'autre, il y en a pas un qui est, moins bien que l'autre. On a tous des préférences et on a tous des mécanismes qui font que ça peut tourner à un moment donné, même si, on peut avoir quelques préférences. Heu, on a enfin des préférences inconscientes, hein, d'ailleurs, hein et c'est intéressant de pouvoir aussi les explorer et de s'observer en train de le faire. Bah, d'ailleurs, on peut solliciter les personnes dans le chat. Est-ce que vous avez, Oui. vous identifiez déjà des mécanismes, bah, de préférence que vous adoptez? Moi, je Mmh. pense que j'ai mon trio, phare. Et là, je pense à mes associés les pauvres, le critique, le demandeur, j'ai besoin de beaucoup de par moment de réassurance en disant: «Ouais, est-ce que tu peux me dire si c'est bien?» Et le masochiste, là aussi j'excelle, à tout point de vue. Oui, effectivement, on n'a pas d expliqué le quémandeur. Le quémandeur, c'est celui qui va souvent dire: «Est-ce que j'ai bien fait? Tu as trouvé ça bien? Hein, tu as vu, tu as entendu, tu as vu ce que j'ai fait? Tu as vu mes chiffres? C'est super ce que j'ai fait». Enfin et en fait, il a besoin d'être rassuré aussi pour son idéal de soi. Moi, je suis plutôt, j'ai parlé un peu du déni, j'ai été pas mal dans le sauvetage aussi. Après, même si je me suis un peu calmée sur ça avec, ma formation de coaching et je pense que j'ai toujours un peu de masochiste aussi qui traîne quand même. Voilà, donc c'est plutôt, tourné vers moi ou il y a pas de problème.
Je crois qu'on est passé un peu vite sur le demandeur ou on l'a pas fait. Est-ce que tu peux juste réexpliquer? Parce que j'ai vu des remarques sur le chat qui Oui, étaient bah, validées par, le demandeur, c'est celui ou celle qui va venir se réassurer, c'est l'exemple que je prenais, «Qu'est-ce que tu as pensé de ce que j'ai fait? Est-ce que c'était bien ma présentation? Est-ce que tu as vu les chiffres que j'ai fait ce trimestre?» Voilà, si je suis, un ou une commerciale, tu as vu ça? En fait, il y a un peu ce besoin, de se enfin oui, de se réassurer et de demander à l'autre en fait de ouais, de s'assurer d'obtenir, un retour pour rassurer le fait que, son idéal, c'est OK. Donc il y a des gens qui sont plutôt demandeurs, alors que d'autres, vont plutôt être dans le recul. Je ne sais pas si ça permet, effectivement d'éclairer un peu plus le propos du demandeur ou on dit quémandeur aussi, en fait. OK. Et effectivement, il y a des profils, moi je pense, souvent des fois à un profil plutôt des commerciaux, des fois qui a besoin de se rassurer, ils vivent des choses pas simples sur le terrain, ils sont un peu seuls, donc souvent, parce que les chiffres sont plus exposés que d'autres, donc ils ont besoin d'être, rassurés. J'ai une question de Patricia qui demande quelle est la différence, entre, la victime et le masochiste? Alors, le masochiste, lui, il dit toujours: «C'est ma faute», en gros, hein, donc je fais le geste un peu celui qui flagelle, c'est à ma faute, c'est à cause de moi. Alors que la victime, en fait, elle va se dire, en fait, il m'a en fait, c'est des choses enfin, des choses extérieures, ça m'arrive toujours à moi, en fait. Quelque part, c'est la faute à en fait, tout est, prétexte pour dire que c'est la faute à un environnement extérieur. C'est la faute à un tel si, je suis dans cette situation. Donc le masochiste, c'est très lui avec lui-même, alors que la victime, eh ben, elle fait, en fait, c'est comme si elle accusait quelqu'un d'autre pour dire que c'est à cause d'elle qu'il lui est arrivé ça. Par exemple, je sais pas, s'il y a un projet qu'on dit: «Bah, voilà, on va mettre quelqu'un dans un projet, dans un groupe projet», bah, il y a une personne qui peut dire: «Ah ben, en fait, ça me tombe dessus, moi je voulais pas, j'étais pas d'accord», mais elle va pas le dire, en fait. Elle va se victimiser, hem, en se disant que, elle, que, bah, ouais, que c'est qu'elle a pas de chance, en fait. C'est un peu Mmh, faute à pas de chance, en fait. Je sais OK. pas si ça éclaire un peu le propos? Bah, je laisse Patricia nous dire si c'est plus clair. En attendant, déjà, merci pour ces mécanismes. Donc si je résume, c'est que, on a ce type de comportements qui vont venir, préserver, cet idéal, qu'on de nous-mêmes, pour faire face à notre réalité. Mmh. Oui, OK. en fait, c'est vraiment ça et encore une fois, j'insiste, souvent, c'est des comportements inconscients que l'on a. Enfin, Ouais. c'est fondamental, hein, c'est-à-dire que, même si alors après, il y en a certains qui peuvent jouer avec ça et ça, c'est autre chose, mais la plupart du temps, c'est inconscient et ça se réveille, assez, rapidement, en fait. Voilà, ça J'ai une question d'Anna. Ces mécanismes de défense touchent-ils aussi, les personnes avec une haute mmh. estime de soi? Alors, l'estime de soi, mine de rien, elle varie en fait, hein, suivant aussi ce qui se passe dans l'environnement, dans ma vie personnelle, professionnelle. Donc, oui, moi je peux dire moi j'ai travaillé, hein, sur l'estime de soi, sur mon estime de moi, puisque j'ai réalisé effectivement, qu'il y avait des il y avait des trous dans la raquette, comme on dit. Et en fait, il y a des moments, on est moins bien, on et voilà, il y a des choses qui nous mettent des doutes. En fait, c'est souvent les choses extérieures qui nous réveillent quelque chose en nous et donc oui, ça peut arriver. L'intérêt, c'est quand on en prend conscience, on peut rapidement traiter en se disant: «Alors OK, pourquoi je suis en critique? Pourquoi je suis en sauvetage? Qu'est-ce qui m'arrive?» Et en fait, ça me permet de redescendre, d'analyser la situation quand on met de la conscience dessus. Mais oui, les maîtres yoga ou yogis, il y en a pas beaucoup. Ouais, mais ça me fait penser, tu sais, à ces experts, tu vois, dans les boîtes, quand ils sont très bons dans leur métier et que, par conséquence, on leur dit: passez manager d'une équipe et Mmh. qu'ils ont, ce changement un peu d'identité, Ah bah oui. par rapport aux autres, où là, on les voit souvent dans leur phase de transition, adapter ces postures de mécanismes de défense, tu vois? Souvent, ils critiquent beaucoup parce que, tu vois, Bah ils ouais. quittent leur rôle d'expert, donc ou, tu vois, un peu victime, c'est pas ma faute, c'est la faute de mes équipes, Mmh. qui suivent pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer, dans ce genre de transition un peu difficile à vivre, où on est très bon, Mais oui. dans ce qu'on fait et quand on sort de sa zone de confort et c'est un peu Mmh. plus mouvant et ben là, c'est ce type vraiment d'environnement qui peuvent activer ces mécanismes de défense. Et vu que, de toute façon, la vie est faite de transitions et de mouvements, que ce soit à titre pro ou perso, effectivement, ça peut se réveiller quand même très régulièrement, hein.
mais très Mmh. souvent dans une journée. Des fois, on n'en a pas conscience, mais très souvent. Alors, on Ouais, parle des gros mécanismes, mais il y a aussi effectivement ce qu'on a vu, les comportements défensifs. C'est un cran un peu en dessous, mais forcément, ils sont là quand même. On est des humains, on ouais. n'est pas des machines. Là, on a beaucoup parlé d'un rapport, d'un rapport à soi, et le sujet de notre webinaire, c'est le lien entre estime de soi et performance d'équipe. Mmh. C'est quoi le lien, grosso modo? En fait, du coup, pour revenir, l'estime de soi assez basse, en fait, elle, provoque ce qu'on a vu des comportements, donc des rigidités comportementales et ces rigidités, forcément, quand quelqu'un en face de vous est un peu rigide, ben, l'autre personne en face, c'est comme je disais, c'est contagieux, ça a un impact sur l'autre. Alors que si j'ai une estime de moi assez élevée, beh, j'ai une agilité relationnelle, donc la relation à l'autre se passe mieux et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, quand, on a des tensions, enfin, quand, j'ai un comportement défensif, forcément, bah, la personne en face a un comportement défensif et dans l'équipe, beh, ça crée des tensions, en fait et et du coup, ça impacte la performance de l'équipe et ce qu'on a à faire, en fait et ça, c'est vraiment, la clé de Will Schutz, en fait. Toute la théorie de Will Schutz, c'est et il a passé beaucoup de temps dans Will Schutz, c'est un psychologue. Il a travaillé 40 ans de sa vie sur les dynamiques d'équipe, en fait, dynamiques collectives. Donc il a travaillé sur l'individu pour voir l'impact sur l'équipe et lui, sa clé, c'était vraiment de comment optimiser la performance des équipes et en fait, il découvre que l'estime de soi enfin, de chaque personne impacte forcément la dynamique d'équipe et qu'il y a un lien très, très fort entre les 2. Mais tout ça, c'est des liens inconscients, en fait, parce qu'il a vraiment travaillé pourquoi, il a travaillé notamment pour la Navy, pourquoi des équipes ne travaillent pas bien enfin, travaillaient bien ensemble la plupart du temps, mais pourquoi certaines, alors qu'on avait des stars, en gros, sur le terrain, enfin, et bien, pourquoi ça marchait pas? Et en fait, c'est vraiment l'estime de soi qui est au cœur de toutes les relations humaines dans les organisations qui impactent la performance de l'équipe. Donc en gros, tu es en train de décrire un sorte d'effet domino, de dire que les Oui, personnes avec une faible estime d'eux-mêmes vont avoir, des entre guillemets, ils vont mettre de l'énergie dans des mécanismes de défense, oui, donc et pas la placer dans la collaboration et avoir, une meilleure exactement. relation avec les autres et ça impacte directement la performance d'équipe. Mmh. Beh, je pense que tout le monde connaît dans son parcours, enfin moi dans son parcours en tout cas professionnel, des fois l'énergie qu'il y a à discuter en interne, enfin quand je dis discuter, à critiquer, à dire: ça va pas et pourquoi on fait comme ça et moi j'aurais fait comme ça». Vous voyez? Plutôt que de et ça en fait, c'est de l'énergie qui est pas au service du projet commun en fait. Donc en fait, il y a une déperdition d'énergie et l'idée c'est de se dire: «Ben, effectivement on n'atteint pas, l'objectif commun qu'on s'est fixé tous ensemble en fait». Donc oui, ça joue énormément sur la performance, en fait. Toute cette énergie n'est pas au service, du collectif. OK. Quand on a préparé le webinaire, on avait un peu plus, on avait développé la théorie de choses. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots en plus? Alors Alors oui, attends, j'ai une question, oui, Nathalie qui me dit: «Pardon, pouvez-vous épeler le nom, du psychologue, cité?» Je vais mettre le nom dans le chat. oui, Will Schutz, Wills Schultz Schutz. et sa Heu, méthode s'appelle l'élément humain. élément bah, Alice, fantastique, merci. Et Géraldine aussi. Mesdames, vous êtes très fortes. Du coup, revenons parce que sa théorie, il l'a poussée, avec, pas mal de concepts assez Mmh. forts, des dimensions. Est-ce que tu veux revenir, qu'on creuse un peu le sujet pour bien comprendre le lien Donc le lien entre quoi? Entre pardon, entre je estime de lisais en soi même temps? et Oui. performance, d'équipe? Ben en fait, si j'ai une estime de moi basse dans l'équipe, enfin et plusieurs membres de l'équipe ont une estime de soi qui est basse. Donc leurs comportements seront plutôt défensifs et dans les mécanismes de défense qu'on a vus. Donc ces mécanismes, en fait, font que quand je travaille avec des gens qui sont soit victimes, soit critiques, soit dans le déni, bah, au bout d'un moment, ça a un impact sur le fait qu'on n'avance pas, quoi, en fait, et que ça on passe beaucoup de temps, enfin, on passe beaucoup de temps à, en fait, à pas être au service de l'objectif commun, en fait. Je ne Mmh. sais pas si c'est clair, en fait, ou tu attendais autre chose comme réponse? Non, c'est clair. Je voulais revenir sur le tableau là qui apparaît. Pardon. Oui. Alors oui, ce fameux Will Schutz, hein, il y a bien son nom, lui, met en avant en fait dans la dimension de l'estime de soi, donc c'est multidimensionnel, parce que Will Schutz est très connu,
Il y a eu un précédent webinar, hein, qui a été fait, avec Swan, en l'occurrence, c'est Raphaël Messonnier, sur les dimensions inclusion, contrôle, ouverture, en formation coaching. On aborde un peu ça de We Should sur quand on fait des formations, quand on fait des groupes, on est sur ça. Et on travaille sur les comportements avec les autres et les sentiments envers les autres. Là, il a aussi travaillé sur ces 3 dimensions, mais à travers soi avec soi-même et avec, donc la première, c'est comment je m'inclus moi, en fait, comment je suis avec moi-même, donc sur une dimension de comportement, une dimension de sentiment. Et il y a une différence entre comment je me comporte et comment je me ressens. Donc le premier, en fait, c'est, sur l'inclusion avec soi-même, c'est: «Est-ce que je suis vivant?» Alors quand on dit vivant, on pourrait dire: «Ben oui, je suis pas mort». Mais vivant, c'est est-ce que je suis connecté à mon corps, à mes pensées, à mon cœur, à mes sentiments? Est-ce que je suis dans l'ici et maintenant? Voilà, souvent, parfois, on peut être, ce qu'on appelle déconnecté ou dissocié, on sent plus son corps des fois quand on est dans et ben, en fait, c'est vraiment est-ce que je suis présent avec moi-même? Donc ça, c'est, une des premières dimensions sur le comportement et la deuxième, sur le sentiment, c'est est-ce que je me sens important? Est-ce que j'ai de la valeur à mes yeux? Est-ce que je fais une différence? Est-ce que je me sens utile? Est-ce que, je me sens, signifiant, en fait? Moi avec moi-même, en fait et tu en parlais tout à l'heure, Mmh. Souad, c'est l'image de soi, en fait, que l'on a et Ouais. c'est souvent là-dessus qu'il y a, effectivement le bas blesse et derrière, en fait, cette notion d'inclusion, vous avez vu la dernière fois qu'il y avait des peurs, il y a toujours des peurs cachées, hein, puisqu'il est quand même psychologue, hein, ce monsieur et ben, la peur qu'on a inconsciente cachée, parce que c'est des peurs archaïques, c'est la peur d'être, sans valeur, en fait. Donc, c'est aussi des peurs c'est vraiment des peurs personnelles que l'on a, vis-à-vis de soi. Alors encore, j'insiste vraiment sur ce mot, tout ça, c'est pas toujours conscient, en fait, hein. L'idée, c'est de mettre un peu de la lumière pour mettre de la conscience dessus. Donc ça, c'est l'inclusion avec moi-même. Le deuxième, en fait, la notion de contrôle, donc c'est plus, la notion de quel impact j'ai sur moi, en fait, hein. Le mot contrôle, c'est dans le bon sens du terme, hein. C'est aussi de se dire qu'est-ce que je et dans mes comportements, c'est est-ce que je détermine ma vie? Est-ce que, je choisis ma vie, en fait? Est-ce que je fais des choix? Les choix sont est-ce que je choisis de vivre cette situation? Est-ce que je choisis, mes pensées? Est-ce que je choisis mes sentiments? Il va très loin, oui, Schultz, hein, il y parle même d'aller choisir jusqu'à ses maladies, donc voilà. Est-ce que je choisis mes réactions? Et c'est là, quand on met un peu de conscience, que parfois, quand on prend conscience des mécanismes de défense, je peux agir en disant: «Ben, finalement, est-ce que je suis OK de continuer d'être dans le critique, en fait?» Et dans des accompagnements aussi, individuels qu'on peut faire, on peut faire prendre conscience cette notion de choix qui est fondamentale, en fait. Est-ce que je choisis dans ma vie ou est-ce que j'accepte qu'il y ait des choses, extérieures, qui se passent et c'est OK pour moi, en fait? Donc ça, c'est sur la notion de comportement et puis dans le sentiment, c'est est-ce que je me sens compétent? Voilà, est-ce que je me sens capable de faire face? Est-ce que, je suis capable de prendre des décisions? Est-ce que je peux accomplir ces objectifs? C'est pareil, c'est un peu comme je me sens important. Est-ce que je me sens compétent? Et en fait, souvent, sur la notion de contrôle, parce que dans les entreprises, ben, contrôle, ça veut dire compétence, mais c'est là où ça peut parfois bouger un petit peu, parce que, ben, si je me sens pas effectivement compétent, la peur que j'ai, hein, en fait, derrière tout ça, c'est vraiment la peur d'être impuissant, voire d'être humilié, en fait. Donc la plupart du temps, on peut aussi avoir ces mécanismes de défense parce qu'on a peur de montrer aux autres qu'on ne sait pas, puisque nous-mêmes, on se dit qu'on ne se sent pas compétent ou qu'on va pas faire face, en fait. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Puis la troisième, c'est, alors l'ouverture à soi, donc c'est la dans le comportement, c'est est-ce que je suis conscient de moi-même? Est-ce que je me connais? Est-ce que je suis conscient de mes sentiments, de mes pensées, de mes comportements? Vraiment, est-ce que je sens ce qui se passe en moi, en fait? Donc on peut mettre dedans toute l'intelligence émotionnelle, hein, ça va dans cette dimension-là aussi, dans la connaissance de soi, de s'explorer, de se dire: «Bah, finalement, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je me comporte comme ça?» Donc ça, c'est un point important et puis dans les sentiments, c'est est-ce que je m'apprécie? Est-ce que j'apprécie être en ma présence? Là, j'avais un accompagnement en coaching, la personne dit: «Moi, j'aime pas être seule avec moi-même». Ben, il y a un sujet d'estime de soi puisque c'est aussi apprécier, d'avoir un regard positif sur soi, de s'apprécier, de s'accepter aussi tel que l'on est, s'accepter qui on est et donc ça aussi, ça joue énormément sur l'estime de soi. Donc lui, il travaille sur ces 6 dimensions. Donc là, c'est moi avec moi-même, donc c'est multidimensionnel. Ça peut bouger à différents moments, hein, limite de la journée, de la semaine, en fonction de ce qui se passe. Mais effectivement, à partir du moment où je mets de la conscience dessus, bah, je réduis mes mécanismes de défense.
OK, très clair. N'hésitez pas sur le chat, parce que je dis très clair parce que, enfin, j'ai été certifiée les mots humains, donc j'ai quand même bouquiné la Mmh, chose, mais n'hésitez pas, si c'est pas clair pour vous, de poser des questions. Patricia, je ne vous oublie pas, on va pouvoir, mmh, répondre à votre question, mais c'est juste, si je reprends l'exemple que j'ai donné avec, l'expert qui devient manager, mmh, hem, si on reprend les sentiments, est-ce que je me sens important dans une ou un moment je me sens fébrile et en difficulté, ça peut impacter ce sentiment un peu d'importance, par rapport à oui, l'expertise. Est-ce que je me sens compétent? Bah, là, ça touche, ça fait très mal, parce mmh, qu'on revient dans une zone d'inconfort et du coup, des gens qui se valorisent, par rapport à leur place dans la boîte, par rapport à leurs compétences, est-ce que je m'aime bien? Ça peut aussi, toucher, à cette dimension-là. Est-ce que je m'aime bien? Pour remonter, finalement dans le comportement, mmh, est-ce que je suis vivant? Bah, je vais plus subir ces choses-là. Est-ce que je détermine? Souvent, on peut se sentir passif et face à une situation qu'on ne maîtrise plus et la question de: «Est-ce que je suis conscient?» souvent quand on parle à ces personnes, et bien, ne sont pas justement, elles mettent pas, de l'énergie pour mmh, faire monter ce niveau de conscience et c'est surtout dans, bah, elles sont justement dans ces mécanismes de défense, pour préserver, bah, leur idéal de soi, d'expert, on va dire. Si je mmh. résume, cette grille et avoir une grille de lecture avec un exemple, très concret. Oui, eh ben, c'est un très bon exemple et c'est vraiment cette grille, c'est la base, en fait, de tout ce qui concerne l'épanouissement personnel, le développement de son potentiel, l'efficacité professionnelle, la formation, sa motivation, pardon, pas sa formation. Donc ça, c'est vrai que c'est une base et ça peut bouger à différents endroits et c'est intéressant de, comme tu dis, l'exemple de se dire: «Je sors de ma zone de confort», bah, boum, qu'est-ce qui se passe, en fait? Ça bouge, en Mmh. fait. Il y a quelque chose qui est moins stable, en fait. Ouais et pour reprendre cette question d'effet domino et le sujet, donc estime de soi et Mmh, performance d'équipe, on imagine si on reprend toujours cet exemple, de l'expert qui devient manager, quand il vit tous ces changements, et cette on va dire cette baisse d'estime de soi, et l'émergence de tous ces mécanismes de défense, mmh, faut penser donc aux conséquences sur ses relations oui, avec son équipe. mmh, Toutes les points de friction, s'il se mmh, met en posture de critique, de victime, imaginez l'impact que ça peut avoir sur les équipes, sur son rôle aussi de leader pour embarquer, mmh mh. et du coup l'impact que ça a sur la performance collective. Oui, Et moi, je suis toujours, très étonnée dans l'élément humain quand on présente l'estime de soi, qui vient en fait on présente un oignon avec le comportement, les mmh, sentiments, puis ensuite au cœur, c'est-à-dire le soi du cœur. et je trouve que c'est la puissance de cette méthode-là, c'est qu'on vient à toucher à l'individu pour qu'il y ait un impact positif Mmh. sur, notre capacité à collaborer, à performer ensemble. Oui et ça va plus loin que sur les comportements, parce que parfois on peut, ça va plus loin effectivement que sur les comportements. Les simples Hem, comportements. ouais. Patricia nous posait la question Mmh. alors attends, pour pas qu'il y ait trop de choses à Oui. l'écran, hop là, la question suivante: «Comment on peut aider ses collaborateurs qui développent ces mécanismes de défense?» Mmh. Oui, bah, c'est toute la clé en fait, hein, merci Patricia, puisqu'on peut l'entreprise en fait peut pas, donner aux gens de l'estime de soi. C'est-à-dire que là, on a vu qu'il y avait cette dimension très personnelle, très intime et on peut pas agir. Alors OK, il peut y avoir des accompagnements de coaching pour aider la personne à ça, mais n'empêche que ce que l'entreprise peut faire, c'est favoriser un environnement, une culture, une ambiance de travail pour favoriser l'estime de soi sur les équipes, en fait. Vraiment ça, c'est et oui, Schultz a énormément travaillé dessus en disant: «Beh, finalement, l'entreprise a un rôle à jouer et ce rôle, en fait, ben, en fait, ça peut, enfin, lui, il a vu que ça réveillait, enfin, en tout cas, ça faisait augmenter l'estime de soi des équipes». Il y en a un qui est très connu, hein, par exemple, pour augmenter la connaissance de soi, ça peut être le feedback. Le feedback, alors moi je fais aussi des formations avec Fasterclass sur le feedback. Il y a eu beaucoup de formations en management autour de feedback. Le feedback nourrit l'estime de soi des collaborateurs et quand on met de la conscience dessus, ben, on peut se dire effectivement, en fait, je fais pas juste un feedback parce que ça fait partie de la politique de l'entreprise que de le mettre en place. Bah, je fais un feedback dans l'intention de nourrir mon collaborateur, en fait. Déjà ça, c'est c'est hyper puissant, on va dire, c'est simple, gratuit. Bon, c'est pas toujours facile à faire, hein, j'entends. On fait des accompagnements autour de ça, mais ça, c'est un des éléments clés, par exemple. Qui est facile finalement et accessible, Oui. parce que finalement le feedback, on le dit, souvent chez Fasterclass, c'est un outil gratuit, Mmh. et quand on le maîtrise bien, l'idée c'est voilà, c'est que, hem
nourrir la personne en face et avoir cette intention-là. Je trouve ça assez puissant maintenant qu'on voit l'effet domino, se dire: «Mais en Mmh. fait, quand je nourris mon collaborateur, Oui. j'impacte aussi la performance collective» et je trouve qu'en termes de responsabilité et d'engagement auprès d'un collectif, Mmh. je trouve ça, super, responsabilisant, mais en même temps, se Mmh. dire: «Bah, punaise, en fait, je peux avoir tellement d'impact, Oui. sur, manager ou pas, hein, mais même en tant que collaborateur, faire un feedback à un autre collègue, bah, en fait, finalement, j'aide non seulement le collègue, mais j'aide aussi le collectif». Oui, en fait, ça va effectivement beaucoup plus loin que la personne. C'est quelque chose qui c'est systémique, en fait. Si le collaborateur, qui a reçu un feedback et qui en a régulièrement et qu'on en fait, pour l'avoir pratiqué, on voit des personnes vraiment, bah, aller mieux, en fait. Alors et plus il y en a, mieux c'est, hein, c'est et effectivement, se dire, bah, la personne a une estime d'elle qui est plutôt haute, donc elle va moins être dans le mécanisme de défense et il y en aura jamais zéro, hein, on est d'accord? Il y en aura moins et en même temps, bah, elle va être plus focusée sur comment on travaille ensemble dans cette dynamique et que chaque individu d'une équipe, en fait, plus il est nourri, plus en fait il va se tourner vers effectivement, bah, les objectifs communs qu'on s'est fixés, en fait. Il va passer Mmh. moins d'énergie à, bah, à se recroqueviller, à se défendre. Je mets recroqueviller parce qu'il y a vraiment ce côté un peu de bouclier et de se dire, Je c'est trouve que c'est une bonne image, ouais. c'est ce Hem Alors, j'avais une autre question. On va creuser la question de oui. Patricia parce qu'elle est large, mais pour vous donner d'autres exemples plus concrets, hem, je vais te poser la question suivante, Béatrice, c'est que toi, en tant qu'ancienne DRH, et pour parler aussi à celles et ceux qui nous écoutent, Mmh mh. c'est de se dire: «Voilà, moi demain, voilà, c'est super, merci pour ce webinaire, j'ai appris des choses». Enfin, j'espère, hein, Mmh. vous nous le direz. Hem Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je fais? Tu vois? Qu'est-ce que je peux faire, pour aller justement avoir un impact sur, finalement notre objectif commun qui est, la performance d'équipe? Tout à l'heure, on parlait des 3 dimensions de WeShoes, inclusion, contrôle, ouverture. Hem, Aujourd'hui, si on prend la dimension l'inclusion, donc c'est comment faire en sorte que les équipes favoriser le fait que les équipes se sentent importants, donc là, c'est moi avec moi-même, mais en fait, l'organisation peut favoriser le fait que les gens se sentent bien, donc c'est des choses, qui sont, enfin, on va dire assez classiques en RH, mais c'est important de mettre de la conscience dessus. Donc quand il y a un nouvel arrivant, donc ben, on va le présenter à l'équipe pour qu'il ait vraiment l'impression de faire partie de l'équipe, mais sans oublier aussi les gens les autres membres de l'équipe, en fait, pour pas qu'il y ait que de la lumière que sur un. Ça veut dire qu'on peut mettre en lumière l'équipe, les gens qui partent aussi, de l'entreprise, donc ça peut être célébrer, des pots de départ. Ceux qui reviennent d'absence maladie ou de congé maternité, paternité, ben, de faire un accueil dans l'équipe. Ça nourrit l'estime de ces personnes qui se sont absentées. Nous, on aimait bien aussi à la soirée de fin d'année, parce il y avait 950 personnes, tout le monde venait pas à la soirée, mais en même temps, on pouvait pas saluer tout le monde. Mais par exemple, on avait nos entités, réparties un peu partout, ben, on saluait en disant: «Voilà, vive le Roussillon, la Bourgogne, l'Afrique du Sud, Bordeaux, Roussillon, Languedoc» et en fait, bah, il y avait, ça nourrit en fait le sentiment d'appartenance. C'est des choses très simples, mais ça peut fonctionner. Toute la com interne aussi, pour mettre en avant, les nouveaux, les vidéos pour présenter les métiers, le succès des équipes. Nous, on aimait bien mettre en avant les médailles de certains produits, les réalisations de l'année avec des petits films, parce que, ben, ça met en avant en fait, des équipes et des personnes qui ont vraiment l'impression bah, de faire partie d'une équipe, en fait. Je vais pas dire famille parce que ça se dit plus maintenant, mais vraiment d'une équipe. Il y avait aussi le fait quand on fait des enquêtes, vous savez, pour l'enquête pour baromètre, engagement des collaborateurs, ben, en fait, on donne le sentiment aux équipes qui sont importants, en fait, puisqu'on les sollicite. On les reconnaît, Heu oui, on les voit. on les reconnaît, on a fait des groupes de travail, nous, sur, la raison d'être, les valeurs, ben, en fait, ils font partie et ça vaut pour tous les statuts dans l'entreprise. Ils font partie, ben, d'une équipe. Il y a aussi un trombinoscope, on met les photos, les titres des gens, vous voyez? Juste mettre une photo, nom, prénom, fonction. Alors effectivement, ça peut mettre du temps. Bon, maintenant avec l'IA, on peut faire des super trucs. Bah, ça, c'est vrai que et tout métier confondu, hein, ça, c'est Mmh. pareil. Je suis reconnue dans l'organisation et ça me nourrit. Si à un moment donné, vous mettez un trombinoscope, vous venez d'arriver, vous faites dans l'équipe et vous n'avez pas le bon titre, on m'a oublié, ben, les gens, eh ben, ça peut effectivement les tendre, en fait et de porter attention. Alors moi, j'étais très sensible à ça, essayer d'oublier personne en réunion parce que ça aussi, enfin, j'imagine, vous l'avez tous vécu: «Ah bon, pourquoi cette réunion? Pourquoi je suis pas invité?» Alors ça, c'est, donc ça peut mettre des semaines à se construire, parce que ça nourrit, on verra après, ça nourrit la confiance. C'est comment je favorise le fait qu'une équipe, une personne, une équipe, un département, un service ait aussi le sentiment d'appartenir
à un groupe et d'être dedans, en fait, et d'être inclus. Voilà, ça c'est vraiment, C'est dingue en t'écoutant, je me dis, finalement, en même temps, ça peut être, des petites choses, anodines, mmh, et en même temps, tu as des must-have, tu as parlé de l'onboarding, célébrer le mmh, retour des personnes, soit congé maternité, soit d arrêt maladie et cetera, et puis avant tu te dis c'est des nice to have, tu vois? Le trombinoscope, mmh mh, et finalement, quand tu te dis: «Ouais, c'est un peu soit la base du métier ou du service RH», finalement, même pour remettre du sens au métier, mmh, se dire que moi, quand je fais ça en tant que RH, finalement, je viens avoir un effet oui. ou un impact sur la performance d'équipe. Hem, je trouve ça ultra valorisant finalement, quand Ah tu oui. comprends en fait l'impact des choses, de ces petites actions, Mmh, et le pouvoir que ça a à titre individuel pour l'estime, des mmh. individus, mais aussi sur, la performance d'équipe. Bah, effectivement, moi j'étais, quand je faisais tout ça, j'étais convaincue que c'était bien de le faire et que ça nourrissait l'individu. Mais à l'époque, quand je le faisais, j'avais pas conscience, pardon, que ça allait jusqu'à nourrir l'estime des gens, en fait. Ouais, Et effectivement, quand, on a préparé ce webinaire, je me suis dit: «Mais en fait, ça va» OK, il y avait la confiance, ça va beaucoup plus loin, en fait, que juste de dire: «Ben, c'est bien, ça nourrit un groupe, ça crée une dynamique de groupe». Mais en fait, non, ça nourrit l'estime. Cette estime, c'est très circulaire, nourrit le collectif. Ce collectif, ben, nourrit le fait que, ben, on est plus focusé vers, la performance. Donc, c'est vrai que des fois, on peut se dire: «Ça prend de l'énergie de faire tout ça». Bah, effectivement, ça met du sens dans ce qu'on fait en tant que RH, en fait. ouais. Donc ça, c'est sur la dimension de l'inclusion. Sur la dimension du contrôle, en fait, c'est le contrôle, c'est vraiment un peu le cadre. Comment je favorise l'autonomie, la responsabilisation, le côté intrapreneuriat, parce qu'il y a des cultures de boîte qui veulent favoriser ça. Donc, ben, c'est bien de ce qui est important, c'est quand l'entreprise est claire sur le qui fait quoi, de fixer un cadre, d'être clair sur ses, prises de décision, voilà, sur la responsabilisation des équipes. Donc ça peut être du mode participatif, même si c'est directif, hein. L'important, c'est que ce soit clair. Ça peut être de développer des intelligences collectives et donc, ben, c'est pareil dans un rôle RH, ben, c'est important de bien travailler. Alors des fois, on peut se dire: «Oui, les fiches de mission, c'est pénible», mais en fait, ça permet de bien clarifier, vous savez, les jonctions qu'on peut avoir entre les gens. Ça crée vachement de tension. Nous, dans le service, on avait fait un tableau, même jusqu'à la tâche, pour bien se dire, ben, finalement, qui fait quoi? Et on le faisait régulièrement parce que ça réassurait le fait que, ben, je donne de l'autonomie, de la responsabilité aux gens et je suis claire avec ça, en fait. Et donc la personne a l'impression aussi de se sentir compétent parce que, ben, on fixe un cadre, un mode de fonctionnement qui fait qu'elle peut, et ben, prendre des décisions, fonctionner. Ça vaut aussi quand, on avait, changé le mode de gouvernance, on avait mis en place des comités opérationnels décisionnels, ben, on les a effectivement formés, accompagnés pour qu'ils puissent savoir jusqu'où, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire et comment ils pouvaient décider, en fait. Et ça aussi, ben, quand on est au clair avec ça et qu'on puisse donner, du pouvoir décisionnel à un collaborateur qui a bien été clarifié, ben, il se sent hyper, investi, compétent et envie de ouais, envie de ça le motive, en fait. Ça nourrit son estime de lui et ça motive. Donc ça, on a mis en place des forums aussi où on a sollicité des équipes pour remonter des irritants, des idées, et du coup, ben, on joue de l'intelligence collective. Donc en fait, on montre aux gens, de par nos actions, qu'ils ont de la compétence, en fait, et qu'ils ont un rôle à jouer, en fait. Ouais, qui Et peuvent ça agir. ben ouais, qu'ils peuvent agir et du coup, ben, je me sens important dans l'organisation. Donc ben, ça nourrit mon estime parce qu'on me demande mon avis. Vous voyez, c'est un peu ça, on me Mmh. demande mon avis. Alors attention, hein, c'est-à-dire que si on demande l'avis que derrière, alors après, on est bien OK que quand on fixe le cadre, ben, on va expliquer aux personnes qu'on demande l'avis et qu'on va pas forcément peut-être dire: «On va prendre ton avis», mais en tout cas, on met en place tout un processus, c'est le principe de l'intelligence collective, d'associer les équipes à un projet commun ou en tout cas de faire des remontées et de se dire: «Ben, effectivement, le collectif aide aussi l'individu et aide aussi le aide le comment on veut avancer ensemble, en fait». Donc là, j'ai d'autres exemples. On l'avait fait avec, aussi un projet, qu'on avait appelé Pacte avec, il y avait carrément des tous les ouvriers, toutes les équipes pour remonter les idées et en fait, ça crée une dynamique, on n'imagine pas, enfin si, l'impact que ça mais en plus, on nourrit l'estime des gens l'estime, de soi des équipes. Donc ça, c'est sur la dimension, contrôle et après sur la dimension ouverture, donc l'ouverture, c'est comment l'entreprise favorise un climat de convivialité et de cohésion. On peut dire, aussi comment elle favorise la sécurité psychologique des collaborateurs. Ben, c'est aussi que l'entreprise puisse permettre des temps, en fait, de partage, d'ouverture. Bon après dans le temps,
quand on avait aussi, des réunions des fois du lundi, où on se prenait un temps. Alors il y en a qui parlent de la météo, de leurs doutes, de leurs inquiétudes. C'est aussi important d'avoir un Mmh. espace pour ça, d'avoir des temps, voilà, ces temps de partage, de aussi dire, ben, qu'est-ce qui va pas en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc ça peut être sur, des questionnaires, qu'on faisait avec, une partie libre ou des groupes de travail où les gens s'expriment. Nous on fait aussi, enfin, on faisait chaque année des roadshows avec des questions-réponses en direct au président, aux membres du COMEX. Et ben, les gens pouvaient poser aussi leurs questions en direct. Bah, ça favorise le fait que je peux poser une question à mon À au la président direction? de l'entreprise. Alors je peux poser mes questions en avance, mais je peux aussi poser mes questions en réunion. Donc en fait, je peux aussi dire des choses et je peux vous dire qu'on avait des questions, qui frottaient bien et en même temps, on favorise un niveau d'ouverture qui fait que, en fait, on nourrit cette fameuse estime donc oui, ça j'allais dire ça marche, donc oui, ça fonctionne en fait. Mais Ouais, j pardon, pardon. vas-y, je te laisse, terminer. Non, c'est moi. Non, du coup, en fait, tout ça, en fait, ça nourrit aussi la confiance, puisque la confiance, effectivement, quand on est en confiance, on est plus, on est plus dans l'ouverture, on est plus à, j'allais dire, un peu baisser les armes et à se dire: On est dans quelque chose qui est un cercle vertueux». Malgré tout, le point d'attention que j'ai, c'est qu'effectivement, tout ça, pour moi, ne relève pas que des ressources humaines, en fait, hein. C'est une responsabilité collective, dans une entreprise, dans une organisation et ça commence aussi, par les actionnaires, par les leaders, en fait, à partir du moment où ils comprennent ça et qu'eux-mêmes, en fait, travaillent aussi sur l'estime d'eux-mêmes, en fait, ça ruisselle et ça redescend dans une organisation et donc, il y a j'allais dire, c'est une responsabilité, collective, enfin individuelle et collective, hein. Voilà, elle est pas alors on peut parfois, quand on est dans un système qui peut être très compliqué, de façon isolée, dans son service, dans son équipe, créer cette petite bulle. Mais c'est vrai que dans l'idéal, c'est bien que ça ruisselle un peu partout, Nous, à un moment donné, quand on a par exemple une grande partie de nos postes en interne qui sont pourvus par des équipes, que les gens puissent se dire: «Ah, cette personne ose, moi aussi je peux oser». Vous voyez, il y a quelque chose qui est hyper, qui est un Vertueux. cercle vertueux, en fait, en disant: Ouais. je peux oser, en fait, postuler alors que j'ai pas fait peut-être d'études et on avait pas mal d'évolutions internes sur des employés vers des agents de maîtrise et cadres, parce que l'environnement de travail permettait ça, en fait, aussi. Les gens, leur estime était plus élevée, donc ils osent aussi. Donc ça veut dire qu'on retient des talents, ça veut dire on fait évoluer en interne, donc ça veut dire qu'on garde la connaissance et la compétence. Ça montre aussi à l'extérieur que, comment fonctionne l'entreprise, donc ça dans attirer les talents, donc en fait, il y a plein d'effets de bord super positifs, en fait. Ouais. Ouais, ouais, je vois. Hem, Patricia n'hésite pas à nous dire, si on a répondu à votre question, si c'est assez étoffé, pour qu'on puisse, compléter, si nécessaire. Donc Béatrice, pardon, si je comprends bien, hem et pour reprendre aussi les éléments de Mmh. Schutz, on est bien d'accord que Schutz nous dit que, les organisations ne peuvent pas avoir d'impact direct, Oui. n'ont pas vocation à augmenter, l'estime, que les gens se portent. Par contre, les organisations peuvent créer des climats Mmh. dans Oui. lesquels, les gens peuvent développer et les collaborateurs, peuvent développer leur estime d'eux-mêmes. Mmh. Sur les 3 Exactement. dimensions que tu as présentées, Mmh. l'inclusion, donc c'est-à-dire donner, l'opportunité aux personnes de se sentir, vues, reconnues, Mmh. avoir la responsabilité nécessaire pour se sentir, Mmh. en, en capacité d'agir, de se sentir compétent et Mmh. l'ouverture avec des espaces. Hem, Exactement. c'est vrai pour les exemples qu'on voit nous de notre côté, chez Fasterclass, c'est cette question de sécurité psychologique, d'avoir d'espaces d'échange Mmh. dans des contextes de transfo, que connaissent Oui. beaucoup de boîtes, c'est très compliqué en ce moment. Et pourtant, de revenir un peu aux bases, se dire d'avoir ces échanges, parce que tu l'as dit, il faut un peu prendre de risques, parce que dans Mmh. l'exemple que tu as donné, interpeller le président, et de se dire, «Bah, ouais, je peux poser des questions un peu qui grattent». Je trouve ça non seulement courageux pour une organisation de Mmh. mettre ça en place, mais de se dire: «Bah, on va assumer les conséquences ensemble, on va être responsable et Mmh. oui, on assume, on ouvre et qu'il y a pas de problème à débattre». Et je trouve que c'est un super exemple à montrer parce Mmh. que même dans «l'extrême» entre guillemets où voilà, on prend des risques et ben ça fonctionne et ça a un impact sur l'estime Mmh. que se portent, les individus, plus la performance et je trouve que ça donne vraiment un prisme, parce qu'on a souvent des craintes, on en a parlé, crainte que ça gratte un Mmh. peu trop, que ça génère du conflit et Mmh. finalement de se dire, en fait ça fonctionne. Oui.
En fait, ça fonctionne. Alors, effectivement, c'est comme un jardin, ça s'entretient et j'insiste vraiment sur le fait que c'est non, mais bien sûr et qu'il y a aussi, ben, il y a le rôle aussi même en fait, aussi des actionnaires, hein, qui forcément, pour qu'il y ait une forme d'alignement, en fait, sur le fait que, bah, si votre leader, et ben, il est pas bien et que lui aussi, hein, lui aussi, il a son estime qui bouge, en fait, hein, on est tous, concernés et ben, ça peut impacter aussi le reste de l'équipe. Donc, moi, sur mes 27 ans de carrière, ça n'a pas été un long fleuve tranquille et j'ai vécu aussi des moments où j'ai eu la chance de vivre ces moments, en fait, un peu de grâce où vraiment il y a quelque chose qui fonctionne bien dans le collectif. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre de la conscience, tout ça et de se dire: «Oui, ça peut marcher». Mais j'ai aussi, connu des moments où c'était super tendu. Chacun avait son estime qui bougeait parce qu'il y avait des événements extérieurs. Voilà, on peut appeler ça transformation parce que ça rentre dedans. Bah oui, qui font que, ben, on passe beaucoup d'énergie à chacun quelque part défendre cet idéal, au lieu d'être au profit, bah, du projet qu'on a en commun. Alors quand il y a des doutes, des inquiétudes, ben, en plus c'est tellement contagieux, ça va super vite. C'est-à-dire qu'on met du temps à construire tout ça et ça peut aller très vite dans l'autre sens. Donc quand, j'allais dire, si aujourd'hui je devais reparler auprès du conseil d'administration, je pense que je mettrais cette notion d'estime de soi. J'étais très tournée vers effectivement l'individu nourrit le collectif, il est bien et Mmh, c'est pas que du bien-être en fait, ça va beaucoup plus loin que ça en fait. ouais. Et donc l'entreprise a cette responsabilité de se dire: «Je crée des conditions». Alors il y a des salariés, j'allais dire on les changera pas. Tant qu'ils mettront pas de conscience sur ça, ben, ou Mmh, qu'il y a pas un accompagnement plus individuel pour mettre de la lumière, ça bougera pas. Donc on va pas, toucher 100 des gens, mais en tout cas, ça permet en tout cas de jouer un rôle dans un accompagnement qu'on peut avoir sur l'estime de soi. Parce qu'effectivement, on ne peut pas toucher à l'estime de soi des gens et encore une fois, on ne va pas voir quelqu'un en disant: «Oui, si tu réagis comme ça, c'est que tu as une estime de toi, qui est basse». Ben non, c'est une grille de lecture et moi je trouve que cette grille de lecture en tant que entrant dans les ressources humaines est vraiment aidante aussi pour comprendre ce qui se passe en fait dans son service ou dans un autre service, dans l'équipe et en fait, ça permet d'avoir cette vision un peu systémique, de se dire: «OK, donc peut-être dans ce service, il y a des gros dysfonctionnements. Comment je peux aider moi?» Je vais pas dire, enfin, sauver le collaborateur dans son estime. Non, bah, non, parce que là, c'est un mécanisme de défense. Non, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place avec le manager pour favoriser un terrain, un environnement pour que ça aille bien, en fait et là, je trouve que c'est là où il y a vraiment un côté impactant et puissant, en fait. Ouais, j'en profite, je vois qu'il est 25. Je pose une dernière Oui. question parce que tu as commencé à en parler. Tu as parlé de bulles tout à l'heure à l'échelle d'une équipe et d'un manager. Qu'est-ce que devrait, mettre en place en 1 ou 2 actions très concrètes, heu, un manager qui est sensibilisé à cette question d'estime de soi, à la lumière de l'élément humain? Qu'est-ce qu'il pourrait mener comme action, justement pour répondre à ces 3 dimensions qu'on a vues? Bah, déjà, après, il pourrait être à l'échelle de son équipe, je sais pas, enfin, déjà que reconnaître l'équipe, donc ça peut être, aussi, ben, je sais pas, bon, moi, je veux pas être que sur mon trombi, hein, mais ça peut être sur, je sais pas, dans le couloir, un affichage où, il y a les dates d'anniversaire de chacun, vous voyez? Enfin, c'est un truc très simple, ça peut être aussi, ben, d'être bien clair aussi sur les rôles et responsabilités de l'équipe. Voilà, on prend un temps pour se dire bien qui fait quoi, jusqu'où tu peux aller et tout, parce que ça permet aussi d'être clair sur ce qu'on attend. Voilà, ça, c'est et puis le dernier, ben, c'est de se dire: «Il y a des temps de réunion, on peut prendre un temps pour, voilà, peut-être faire sa météo, on commence doucement», parce que je sais qu'il y en a certains, ils disent: «Oui, mais ça a pas les émotions Sa place, ou ouais. ça a pas sa place», alors qu'en fait, c'est bien de prendre un petit peu de place, sinon au bout d'un moment, ben, ça parle pas et puis ça peut, voilà, ça peut, dégénérer donc Mmh. ça peut commencer par des choses très simples, voilà, et même un temps de machine à café, c'est de la cohésion et un temps de partage, hein. C'est enfin, il y a peut-être des boîtes qui autorisent pas la machine café, mais la machine à café, c'est un temps d'ouverture, en fait, Ouais, d'échange, un espace d'échange, d'échange. Bon, sauf si elle dure 3 heures, bien évidemment, mais effectivement, c'est un temps d'échange et partage, donc comme quoi la machine à café peut aider à la performance d'équipe. oui, C'est bien contre-intuitif, sûr. mais sous ce Mais oui, prisme-là, oui, ça peut le faire. parce qu'elle crée aussi Hem, des oui, je regarde pardon, je vois l'heure. qu'il est, ouais, il est 25. Si dans le chat, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis sinon, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez retenu, ou découvert, de ce webinaire et partager entre nous? Pouvoir, bah, si, Béatrice et moi, on a voilà, on a fait le job, quoi. En attendant, si vous voulez creuser, le sujet, de l'estime de soi avec l'élément, humain,
Béatrice et une de nos autres formatrices sur l'élément humain, Marianne, on lance un programme Leader RH pour justement découvrir l'élément humain, l'expérimenter, voir l'impact que ça peut avoir sur vous en tant que leader, sur votre posture RH et pour aussi vous projeter, est-ce que c'est des modèles, comment dirais-je, qui peuvent s'appliquer à vos structures, qui peuvent être bénéfiques à vos organisations. On lance ça soit en juin, enfin pas en juin parce qu'on est déjà le 23 avril, certainement en septembre. Mais voilà, si ça vous intéresse, Mmh. n'hésitez pas soit à m'écrire, soit eh bien, à prendre rendez-vous. Je vous mets le petit hop là, à l'écran, prendre rendez-vous avec Mmh. moi ou Béatrice pour en discuter. L'idée, voilà, c'est d'aller plus loin avec cette méthode que Béatrice et moi, on trouve surpuissante et qui peut vraiment voilà, aider le collectif à explorer leur plein potentiel. Mmh. Alors, je vois qu'il y a déjà des retours, l'utilisation de la grille au niveau individuel, aussi au Mmh. niveau du Oui. collectif. Anna qui nous dit merci, c'est super intéressant, sujet passionnant. Merci pour cette présentation de Patricia. Mademoiselle qui nous dit une équipe performante n'est pas une équipe où tout le monde fonctionne pareil. C'est très juste. C'est une équipe qui Mmh. sait ajuster ses façons de travailler Oui. aux besoins de chacun. Et oui, Patricia nous dit qu'elle est très intéressée par la formation en septembre, mais il nous faut les dates rapidement. Promis, Patricia, on revient vers vous parce qu'il y a des demandes de Paris, de Montpellier. On essaie de fusionner les Mmh. deux pour trouver un moment voilà, qui convient un maximum Mmh. de personnes. N'hésitez pas, il nous reste 2 minutes pour des questions. Nathalie qui nous dit comme une approche, très bien comme Mmh. approche, car uniquement sur le positif et pas de stigmatisation des comportements. Non, Mmh. l'idée que l'élément humain, la nature, c'est de dire qu'on ne fait pas de blâme. Il n'y a rien à, Mmh. nul n'est à blâmer. En fait, on doit comprendre et apporter des solutions. Mmh. Parce que tout le monde vient avec ses bagages, son expérience, sa Mmh. vérité. Et par contre, on doit quand même tous performer ensemble, Mmh. collaborer, trouver des solutions. Et c'est tout l'intérêt de cette méthode pour justement aller chercher le plein potentiel des individus, parce que c'est aussi ça. Donc voilà. Je ne sais pas si Béatrice, tu aurais un petit mot de fin? O Oui, effectivement, ça va beaucoup plus loin, pour répondre ce que disait Géraldine sur les comportements. Donc c'est en soi ou parfois ça peut être remuant, mais en tout cas, ça a un impact qui est durable. Tu parlais de performance durable, l'idée c'est qu'on est vraiment sur cette notion de se dire, ben, que c'est quelque chose de circulaire, de systémique et que ça joue vraiment de façon durable sur l'estime, mais également la performance collective. Donc voilà, moi je suis passionnée par ce sujet, donc Mais ça avec se Stade sent aussi et et ça se sent donc franchement mille merci Béatrice, pour ces explications. C'était super intéressant. Encore une fois, notre intention, elle est là avec Béatrice, c'est de, voilà, de travailler tout ça parce qu'on est fan de cette approche. Hem, je vous remercie pour votre temps. Le prochain webinaire, on se retrouve donc dans 2 semaines. Cette fois-ci, on va donc, c'est un peu dans la même ligne, c'est sur la conduite du changement, mmh, avec, la comparaison entre le fixed mindset et le growth mindset. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain. Et je vous dis, votre passion est contagieuse. Merci, merci pour votre soutien. Bon appétit, effectivement, comme a dit Géraldine. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye. merci, au revoir.